Le ciel était gris de nuages. Il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Bonsoir. Notre invité ce soir, vous le savez, c'est l'un des cofondateurs de Mediapart, ce quotidien d'information en ligne qui fait désormais partie du paysage médiatique français depuis sa création en 2008. Oh, la route n'a pas été tous les jours facile, loin s'en faut. Les tentatives d'entrave, d'obstruction n'ont pas manqué et c'est sans doute pas terminé. Mais grâce à Mediapart, souvent, grâce aux enquêtes et aux investigations et aux révélations de Mediapart, c'est comme ça que des affaires comme l'affaire Bettencourt, l'affaire Sarkozy-Kadhafi, l'affaire Benalla, l'affaire Denis Baupin et tant d'autres nous ont été révélées. Comment ? Cahuzac aussi, monsieur, vous avez raison, tout à fait, vous suivez. Le journalisme d'investigation, c'est la marque de Mediapart. Et c'est dans cette même veine que le dernier essai de Laurent Mauduit, vous ne me trouverez pas sur Amazon, s'inscrit. On y mesurera combien et comment l'emprise des milliardaires et aujourd'hui des géants du numérique pèse sur la presse et l'édition française et combien elle menace la liberté d'opinion et la liberté d'information, notre liberté d'information, notre liberté d'opinion. On y mesure aussi dans cet essai comment ces abus de pouvoir s'installent sans réaction de la classe politique, ou si peu, et parfois même avec la complaisance du pouvoir public. Accueillons Laurent Mauduit. Attention à la marche. Bonsoir Laurent. Bonsoir Véronique. Alors effectivement, vous êtes un habitué des Idées mènent le monde. Je pense que c'est la 3e fois que nous avons le plaisir de vous accueillir, au moins. Et lorsque nous vous avons accueilli en 2016, c'était pour un précédent livre, Main basse sur l'information. Et force est de constater que les choses ne sont pas rangées, pour ne pas dire que vraiment le tableau s'assombrit sur ce que vous dénonciez alors. Elles se sont très gravement détériorées parce que la chronique que je faisais dans ce livre, c'était en fait l'abandon de ce qu'était le principe de la presse et la libération, c'est-à-dire une presse libre et indépendante. Je vous renvoie aux éditoriaux formidables d'Albert Camus et la Libération. Il vaut mieux une presse libre, pauvre et libre qu'une presse riche et asservie. Et donc, dans ce livre, je chroniquais le rachat progressif par des milliardaires dont la presse n'est pas le métier, tous les grands titres, dont les titres indépendants, donc Le Monde, Libération, enfin vous connaissez, je ne vais pas vous faire la saga, elle est interminable. La télé, iTélé devenue CNews. Oui, mais alors là c'est autre chose. C'est pour ça que je dis que les choses sont d'une gravité exceptionnelle désormais, c'est que en plus de ces achats, une sorte d'opération de prédation de la presse, pas seulement de la presse, du droit de savoir des citoyens, qui est un droit majeur. Il n'y a pas de démocratie sans le droit à l'information des citoyens. Le droit de vote ne vaut rien si les citoyens ne sont pas éclairés. Et donc, dans ce cheminement, il y a eu un pas de plus, l'émergence de médias ou d'une presse néo-fasciste. Je pèse mes mots. Des médias de la haine, non pas des médias d'information. C'est-à-dire le cœur du métier de la presse devrait être d'informer. Une presse d'opinion et d'opinion d'extrême droite. Si je dis ça, c'est que si vous regardez CNews notamment, il y a une logique permanente de haine, d'agression, de violence. Et je trouve qu'il y a dans l'histoire française, alors il y a un aspect d'illégalité, parce que je vous rappelle que ces médias profitent d'une fréquence qui est publique,
c'est une ressource rare. Et dans le cahier des charges auquel un opérateur doit se plier, il y a l'obligation de respect du pluralisme et l'obligation de ne pas verser dans une chaîne d'opinion. Elle bénéficie d'aide publique aussi. Bien évidemment. Alors pourquoi je dis que la gravité est exceptionnelle? C'est qu'en fait, il n'y a qu'un seul précédent, à ma connaissance, dans l'histoire de la presse française. Ce sont les années 20 et les années 30. De sombre mémoire. C'est le parfumeur fasciste, je pèse mes mots, il était pro-Mussolini à l'époque, François Coty, qui finançait l'Action française, qui lui-même crée sa propre ligue qui s'appelle Solidarité française, qui sera l'une des ligues qui manifestera le 6 février 1934 pour renverser la République devant le Palais Bourbon. Et c'est lui, donc, en 1922, qui rachète Le Figaro. Et Le Figaro, dans ces années-là, reprend à son compte toutes les thématiques racistes, xénophobes, fascistes de son actionnaire. Et ce qui s'est passé est exactement la même chose dans le cas de l'Empire Bolloré. Et la gravité de la situation, c'est que dans l'émergence de ce groupe, il n'y a pas que la presse. Donc ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la liberté d'information, ce n'est pas seulement le droit de savoir, c'est aussi la liberté d'opinion. C'est le livre. Parce que Bolloré donc, rachète, via le contrôle qu'il a de Vivendi, par le fait qu'il est l'actionnaire, pas majoritaire, mais principal de Vivendi, il prend le contrôle de Canal+, donc de iTélé, il vire tout le monde, il transforme iTélé en CNews, mais il va aussi, dans la foulée, dans le prolongement, faire une OPA qui va réussir sur le groupe Lagardère, racheter les médias du groupe Lagardère, ou en tout cas en prendre possession, donc le JDD, finalement, qui va rétrocéder à Bernard Arnault, mais Europe 1 et le JDD. Et donc la situation était la même avec le JDD, il y a eu la purge, et il a installé donc, un dénommé Geoffroy Lejeune, qui était en fait un journaliste d'extrême droite, proche d'Éric Zemmour. Donc gravité exceptionnelle. Et ce qu'il fait dans le livre est la même chose. Via son OPA sur, sur Lagardère, il prend le contrôle de Hachette. Hachette, c'est le géant, l'un des géants mondiaux de l'édition. C'est notamment, je vous le rappelle, mais vous le savez sans doute évidemment, que Hachette, c'est 75% de l'édition scolaire, par exemple. C'est ça. Et donc, c'est un lieu d'éducation civique, d'échange d'opinions, de libre débat. Et donc, de penser que, d'une part, c'est la constitution d'un immense oligopole, parce que le groupe Bolloré, c'est la presse, donc CNews, le JDD, mais c'est aussi Havas, la régie publicitaire gigantesque, c'est aussi Vivendi, un groupe mondial absolument gigantesque. Et donc voilà, c'est une sorte de mastodonte, et maintenant Hachette. Et donc et Hachette, vous avez vu comment ça se passe, il vire la PDG de Fayard pour installer à sa place Lise Boel, tout à fait, qui est l'éditrice de l'extrême droite. Et donc le premier livre que fait Lise Boel, c'est de publier Jordan Bardella. C'est ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est pour ça que je dis que la situation de la liberté de la presse et la liberté d'opinion n'a jamais été aussi menacée en France qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et c'est d'autant plus grave, me semble-t-il, c'est que ceci se fait en accord ou en complicité avec la puissance publique. Si je dis ça, c'est que j'ai dit les fréquences publiques. Dans les fréquences publiques, on ne se rend pas compte à quel point l'État a tout bradé et abandonné. Je donne un exemple. TF1, pour ceux qui s'en souviennent, est privatisé en 1987 avec... Bouygues. Pardon ? Martin Bouygues. Martin Bouygues. Martin Bouygues, donc, il rachète à l'époque pour 3 milliards de francs. Il y a une clause. Vous vous souvenez de la clause ? Non. C'était le mieux-disant culturel. Attention, si vous ne respectez pas le mieux-disant culturel, il y a le bouton atomique, retrait de fréquence. Et la fréquence, ce n'est pas une privatisation, c'est une concession. La marque TF1 est une marque publique octroyée au groupe Martin Bouygues
pour 10 ans. Au bout de 10 ans, on a oublié de faire l'appel d'offres. Il devait y avoir un nouvel appel d'offres. Ah tiens, on a oublié. Au bout de 20 ans, on a toujours oublié. Au bout de 30 ans, on a encore oublié, sans que le groupe Bouygues paye à nouveau l'utilisation de la fréquence. Il se passe avec Bolloré exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il recherche, Bolloré? Alors, parce que on va se le dire, la presse c'est quand même pas le produit le plus rentable. Donc effectivement, sa volonté, c'est de phagocyter et d'imprimer ses opinions politiques que vous venez de. Alors Vincent Bolloré, le cœur de son empire se construit autour d'une banque qui s'appelle la Banque Rivaux à la fin des années 80, au début des années 90. C'est la banque de la France-Afrique et à l'époque des coups tordus du RPR, l'ancêtre de l'UMP et du Parti Les Républicains. Et il a, Bolloré, l'idéologie de ce groupe qu'il construit au début sur les décombres du capitalisme colonial français. Hein. Et la première personne qu'il nomme à la tête de iTélé, qui va le transformer ensuite en CNews, c'est un jeune journaliste inconnu qui s'appelle Guillaume Zeller. La singularité de ce Guillaume Zeller, c'est que c'est le petit-fils d'Adrien Zeller, le général putschiste de la guerre d'Algérie. Vous me direz, nul n'est responsable de ses ascendants, sauf que ce dénommé Guillaume Zeller écrit lui-même des éditoriaux sur le site d'extrême droite Boulevard Voltaire en réhabilitation de Paul Ossarès, qui est le général qui a promu la torture en Algérie. Donc, voilà, c'est ça Bolloré, c'est l'idéologie du capitalisme post-colonial ou néocolonial français. Il a 2 directeurs de conscience, 2 abbés, dont l'un d'ailleurs a été exclu de son fondation pour agression sexuelle, mais des abbés de droite, catholiques traditionnalistes. Hein. Voilà, donc c'est le premier. Je veux dire, avant, dans la presse, on a connu des censures. On a connu peut-être encore plus grave que ça, un système d'autocensure. Il y a un écosystème qui est créé qui fait que les journalistes, vous êtes journaliste aux Échos, comment est-ce que vous faites pour écrire sur le plus grand PDG français qui est votre actionnaire? Honnêtement, c'est très très compliqué. Hein. Et donc, on a connu ça, des censures. Des journalistes du Parisien sont censurés quand Bernard Arnault prend le contrôle du Parisien. Là, c'est beaucoup plus grave parce que il y a une forme de désinhibition. C'est un visage découvert. On casse tous les codes du journalisme honnête et on fait de la manipulation. Si vous regardez, ou si vous avez regardé, je ne vous souhaite pas ce mal-là, les émissions de Cyril Hanouna, quand il reçoit Sarah Knafo, la numéro 2 de Reconquête, donc le numéro 2 du parti de Zemmour, et il dit, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas une alliance avec le Rassemblement national? Et Hanouna, en direct, appelle Jordan Bardella en disant, c'est mon pote, c'est mon copain, je vais l'appeler, et il sert, et il y a une sanction donc, de l'Arcom, qui est le gendarme de l'audiovisuel, à cause de son rôle, dit l'Arcom, citation, entre guillemets, son rôle d'entremetteur. Bon. Voilà, et vous savez bien que toute la campagne en 2022 de Zemmour lors de sa campagne présidentielle se fait chez Hanouna en grande partie. Voilà, donc il y a une forme d'envie de peser sur le débat public. Et du coup, ça fait école. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, parce que du coup, vous avez un autre... Qui est Daniel Kretinsky? Oui, non, c'est pas lui que je pensais. C'est un autre milliardaire d'extrême droite, moins riche, beaucoup moins riche que Bolloré, mais sa fortune est plus récente, Pierre-Édouard Stérin, qui a voulu racheter Marianne. L'aspect stupéfiant, c'est qu'il a un associé dans l'opération qui s'appelle Arnaud Montebourg. Bon... Il y a des alliances que Non, enfin, bon, je pourrais vous dire ce que j'en pense, mais non, je pense que pour moi, ça n'a pas été une surprise. Et donc, Stérin, maintenant, a d'autres ambitions de rachat. Il n'a pas encore dévoilé quelles sont ses cibles. Mais voilà, la presse, les milliardaires font leur marché, et maintenant, certains d'entre eux, de manière totalement désinhibée, c'est pour prévaloir
en fait, on est dans une période trumpiste aussi en France, pour peser sur le débat public et fausser le débat électoral, fausser sa sincérité et l'honnêteté. Le rôle du journalisme, quand même, le journalisme honnête, il faut le rappeler, c'est de produire des faits pour permettre aux citoyens de se forger eux-mêmes leur opinion. Moi, il y a dans ma jeunesse professionnelle, moi, ce qui m'a convaincu de faire ce métier-là, c'est, je sais pas, les beaux discours de Victor Hugo sur la liberté de la presse. Pensez, si je peux me permettre de faire un petit détour historique. Si c'est pour faire un détour sur Victor Hugo, vous avez tout à fait... Non, je pensais à la Révolution française. Juste avant, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, qui va devenir le 3e président américain, est avant cela l'ambassadeur des États-Unis en France, de 1785 à l'automne 1789. Donc il baigne dans ce climat qui sont les Lumières. Et il écrit en 1786 une très belle lettre à l'un de ses meilleurs amis aux États-Unis. Et il dit, en fait, si j'avais à choisir entre un pays qui a un gouvernement et pas de presse, ou un pays qui a pas de gouvernement mais une presse, je choisirais la seconde solution. Ça vous dit bien quelle était, à l'époque de la Déclaration des droits aux États-Unis, l'inspiration du premier amendement. La liberté de la presse, la liberté d'opinion, c'est la valeur fondatrice de la démocratie. Camille Desmoulins, je vais vite en terminer avec les rappels historiques, Camille Desmoulins, qui sera l'un des rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme, dit la même chose. La presse, c'est la sentinelle de la démocratie. Et dernière citation, c'est Pierre-Sylvain Bailly, qui est le président du Tiers-État, qui est le premier président de la Commune de Paris, dit le 13 août 1789, la publicité est la sauvegarde du peuple. En clair, tout ce que le peuple doit savoir, il doit le savoir. Bon, voilà. C'est ça qui est en cause. C'est ce droit majeur qui est piétiné en ce moment. C'est pour ça que je dis, il y a une alerte démocratique très grave. Un des acquis de la démocratie est en train d'être balayé. Alors, pas seulement par les milliardaires. C'est ça, les géants du numérique, vous en parlez abondamment dans votre essai. Ça, c'était une entrée beaucoup plus, pas sournoise, mais enfin, parce que, évidemment, quand on a découvert tout ce qui est réseaux sociaux, tout le monde s'est précipité là-dessus parce que ça donnait l'impression d'avoir une espace de liberté. Or, en fait, il n'en est rien. Les manœuvres étaient bien insidieuses pour arriver aujourd'hui à une emprise, là aussi, sur la presse et l'édition. Oui, donc en fait, moi, le sentiment que j'ai, pourquoi est-ce que je dis que la situation est d'une exceptionnelle gravité, c'est qu'en fait, l'édition, c'est-à-dire les livres, et la presse sont les uns et les autres pris en tenaille entre d'un côté les milliardaires, qui les asservissent, on vient d'en parler, et les oligopoles, les géants du numérique, en clair Amazon pour le livre, tout à fait. Et Google et Facebook pour la presse. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Pour la presse, c'est assez simple et assez peu connu. C'est que comme l'État est devenu impécunieux, ou en tout cas se dit impécunieux, du coup, tout riche qu'il soit, les milliardaires tendent la sébile à l'État pour que l'État les subventionne. Et comme l'État les subventionne un peu moins ces dernières années, du coup, ils ont tendu la main aux géants du numérique. Et donc, du coup, il y a eu au début, autour de quelques grands médias, des accords secrets, ce qui est quand même une contradiction pour la presse. La presse a une vocation de rendre transparent, accessible aux citoyens. Non. Le Monde, Le Figaro, Libération ont conclu passer des accords avec Google et avec Facebook. Pas des accords de même nature. Facebook, c'est essentiellement des accords, comme on dit dans le jargon, de fact-checking, de vérification des rumeurs qui circulaient sur Internet. Vous dites que l'AFP est le deuxième client de Google aujourd'hui. L'AFP est le deuxième client de Google. Absolument. Voilà. Et Facebook a aussi un accord considérable avec l'AFP de l'ordre de 10 millions d'euros par an. Et donc, pensez par exemple, donc les premiers accords secrets, ça a été avec Le Monde et Le Figaro, des accords. Pour certains d'entre vous, vous l'avez peut-être vu, quand vous voulez cliquer pour vous abonner au Monde ou au Figaro, il y avait une fenêtre qui s'ouvrait sur Internet. Si vous vous abonnez via Google, c'est 50% de moins. Donc Google a financé les abonnements, 50% des abonnements, ensuite progressivement pour toute la presse. Ce qui veut dire que Google a les datas, les fichiers clients
de tous les abonnés de toute la presse française. Bon. C'est une première... bon. Alors, les accords sont multiples. Je donne un autre exemple qui, moi, je trouve très, très choquant. Le Monde, d'où je viens, hein, j'ai passé 13 ans au Monde. Le Monde a un supplément qui s'appelle Le Monde Afrique, dédié à l'actualité dans les pays africains. La totalité des ressources du Monde Afrique sont financées par la fondation Bill Gates. Bill et Melinda Gates, parce que sa femme est associée à la fondation. Et l'ambition de la fondation, c'est consigné noir sur blanc, c'est de publier des informations positives sur l'Afrique. Vous trouverez du coup pas beaucoup d'informations sur les opérations de prédation de Bolloré en Afrique, par exemple. Voilà, donc il y a un système qui est très très pernicieux. Et les accords de fact-checking, certains journaux en ont conclu, d'autres parfois en sont sortis. Libération est sortie des accords de fact-checking avec Facebook. Ça me semble très très dangereux parce que du coup ça enferme des groupes de journalistes, donc il y a beaucoup de journalistes de l'AFP qui font ça, dans une sorte de bulle de vérification, bulle qui est décrétée, dessinée par des algorithmes mathématiques. C'est la remise en cause d'un des fondements majeurs du journalisme, c'est la liberté de son agenda. Personne ne fixe l'agenda d'un journaliste. C'est à lui de chercher ce qui lui semble le plus pertinent à apporter comme information aux citoyens. Alors ça, c'est côté presse. Côté édition, parlons d'Amazon. Vous parliez de ces accords opaques. Effectivement, Amazon a aussi conclu un accord avec La Poste, puisque ça se joue sur les frais d'envoi. Hein. Pour expliquer l'enjeu de cet accord avec et qui La met Poste, en danger le prix du livre unique. Il faut expliquer le danger que constitue Amazon pour le livre. Je ne sais pas si certains des libraires sont là dans la salle, mais ils viendront confirmer mes propos. La conférence est retransmise dans la salle où il se trouve. À mon avis, il l'écoute attentivement. Il y a en France un acquis démocratique majeur qui est le prix unique du livre. C'est-à-dire que le livre ne soit pas un objet victime des politiques de dumping des supermarchés, de la grande distribution. Prix unique du livre. Pendant très longtemps, Amazon n'a pas pu rentrer en France pour une raison assez simple, c'est qu'il y avait un monopole de distribution et qu'il y avait La Poste. Donc le début de l'arrivée d'Amazon est la conséquence de la dérégulation européenne que la France a ratifiée du marché postal. L'ogre Amazon ne serait pas apparu en France sans cette privatisation partielle. La casse du service public. En tout cas, la casse du service public. Voilà. Et quand Amazon prend pied, tout de suite, l'oligopole en veut plus. Et donc, ils font des coups de boutoir avec un travail de lobbying très, très méthodique, avec des députés complaisants qui reprennent des amendements, au début, directement pour casser le prix unique. Ces tentatives ont échoué à la fin des années 2000. Et donc, du coup, la bataille s'est transportée sur un autre moyen qui était le prix du transport. Un transport postal, puisque un livre... vous l'achetez, vous pouvez l'acheter chez le libraire, mais vous pouvez aussi le commander et le recevoir chez vous. Les libraires indépendants peuvent vous envoyer un livre chez vous. Exactement. Sauf que au début, Amazon a fait politique de dumping, coût du transport, 0. Alors que le prix moyen du transport pour un libraire indépendant, c'est entre 6 et 8 euros selon la nature des envois. Il y a eu une loi il y a 3 ans qui s'appelait la loi Darcos. C'est pas l'ancien ministre, c'était une députée, voilà, qui a demandé un prix plancher du transport qui a été fixé par le gouvernement par décret très bas à 3 euros. Donc c'était en grande partie une victoire d'Amazon. Et Amazon a retrouvé une autre solution. Cette loi s'applique à la distribution des livres, mais pas dans les centres de supermarchés. Or, du coup, si Amazon fait l'envoi dans un centre de Carrefour où le prix minimal ne s'applique pas. Donc voilà, c'est une guérilla. En point relais. Et le paradoxe, c'est que beaucoup des envois d'Amazon transitent par la Poste parce que Amazon a passé un accord avec la Poste. Cet accord, je trouve ça assez choquant, est confidentiel.
Et donc Amazon a droit à des prix de transport de ses livres par la poste moins chers que les libraires. Donc je veux dire, le fait que la puissance publique l'accepte, le fait que les libraires indépendants ont souvent interpellé Emmanuel Macron, il n'a jamais tendu l'oreille. En revanche, on a découvert quelques jours après qu'Emmanuel Macron recevait secrètement, le soir d'une manifestation contre la réforme des traites, Jeff Bezos, donc le patron d'Amazon, à l'Élysée. Donc il y a la sympathie affichée. Pour le décorer, hein. Pardon ? Pour le décorer. Pour le décorer, voilà. Donc la sympathie affichée s'est manifestée en faveur du patron d'Amazon et les libraires n'ont jamais reçu de signe de sympathie. Donc voilà, tout ça fait un paysage qui est quand même très mortifère pour le livre, coincé entre Bolloré d'un côté et Amazon de l'autre, et pour la presse, également pris en tenaille entre des milliardaires de plus en plus désinhibés et Google et Facebook qui enferment la presse dans des logiques qui vont à rebours de ce qui devrait être le métier du journalisme, donc le droit à l'information des citoyens. Quelle solution ? Parce que vous évoquez quelques pistes dans votre essai, notamment en rappelant que Internet le numérique devrait être considéré comme un bien universel, un bien souverain. Et donc, pourquoi pas vous appeler de vos voeux à un service public du numérique ? Écoutez, on a tellement fait de pas en arrière, il y a eu tellement de saccages que rêver d'un avenir meilleur est compliqué. Mais tout de même, il y a dans certains pays, face à la puissance, par exemple, de Google, il y a eu des gens... et de Facebook notamment, si vous parlez du Canada et de l'Australie. Qui ont eu du courage. Pensez à l'élection présidentielle des États-Unis d'avant, celle d'il y a 4 ans. Il y a l'une des candidates du Parti démocrate, donc Parti démocrate, elle est libérale, elle n'est pas de gauche, hein, a dit il y a un grand débat à avoir sur le démantèlement de Google. Il y a une situation d'oligopole où Google détient 90 ou 95% du marché de moteurs de recherche. C'est écrasant. Et je vous rappelle juste que ce type de débat, démantèlement ou éventuellement nationalisation, c'est pas en France, on croit souvent que la nationalisation, c'est une idée de gauche. C'est totalement faux. À l'origine, en France, à la fin du 19e, l'idée de la nationalisation, c'est quand il y a une situation de monopole ou d'oligopole, il faut nationaliser pour refaire jouer ailleurs les lois de la concurrence. Bon. Emmanuel Macron lui-même, en 2017, évoque, pendant sa campagne, ensuite ça a été tout de suite oublié, cette question du démantèlement de Google, du démembrement, couper le groupe en fonction de ses métiers, en plusieurs entités. Je me dis que si ce débat avait lieu en France, et si dans le même temps, il y avait un débat sur des points d'appui. Alors évidemment, il n'y a pas seulement la Poste qui a été dérégulée, il y a aussi évidemment France Télécom qui a été totalement privatisée. Et ça aurait pu être, pour construire un univers public du numérique, France Télécom aurait pu être un appui formidable. Mais c'est vrai qu'à l'origine d'Internet, dans les années 92-93, l'idée est un peu une idée libérale-libertaire. L'Internet, c'est un bien commun. Et en fait, c'est devenu maintenant un immense univers de marchandises. Et cette notion de bien commun, cette question de service public de l'Internet a totalement été balayée. Donc, on se bat en défense maintenant. Donc, il n'y a pas de petits combats. Il faut tous les mener. Si je dis ça, c'est que, par exemple, sur X, Twitter, je veux dire, c'est vrai que ce qui se passe... On va en parler. On va en parler, donc je laisse ça de côté. Et parlons de l'impunité fiscale aussi, parce que c'est la complaisance fiscale dont bénéficient ces géants du numérique aussi. Oui, parce que, je vous le rappelle, qui ne payaient vous très, le savez très peu tous, c'est d'impôts. que l'impôt sur les sociétés est supposé être fixé à 25%. Moi, quand j'étais jeune journaliste, c'était à 50%. Bon, maintenant, c'est plus que 25%. Mais grâce à ces géants du numérique, on a présenté comme un acquis mondial progressiste, ce qui est pour moi une imposture, c'est l'impôt
d'abord, l'impôt français n'est pas respecté. C'est 25% le taux de l'impôt sur les sociétés, mais vous savez que les plus grands groupes milliardaires, par exemple CMA CGM, le groupe de transport maritime possédé par Rolf Saadé, qui a racheté le groupe BFM TV, paie 1%. Le taux d'impôt qu'il paye, c'est de 1%, alors qu'il a fait l'an dernier 19 milliards d'euros de dividendes, de profit, pardon. Le plus gros profit, plus encore que Bernard Arnault. Pardon, j'ai perdu le fil de... Les avantages fiscaux. Et donc du coup, il y a eu ce projet mondial d'un impôt mondial sur les sociétés, fixé à 15%, présenté comme un avantage, un progrès. Or, en fait, c'est une aspiration à tirer vers le bas l'impôt sur les sociétés en France. Et aller dans une direction, alors que déjà on est de plus en plus dans un déséquilibre où ce sont les citoyens qui payent une déformation de l'imposition entre le capital et le travail. Le travail est de plus en plus imposé et le capital est de plus en plus allégé. Et donc, cette réforme d'un impôt mondial sur les sociétés à 15% accélère ce processus, forcément. Et ça a été, à juste titre, dénoncé par l'économiste Thomas Piketty dans une tribune dans Le Monde qui était très bien écrite, auquel je vous renvoie. Alors, vous abordiez effectivement la question, comment considérer cette position de différents groupes de presse, la Vanguardia, le groupe Sud-Ouest aussi, plus près, qui décident de quitter le réseau social X. Est-ce que Mediapart, par exemple, peut envisager de quitter le réseau X? Est-ce que d'autres vont suivre ce mouvement? Et que pensez-vous de cette décision? Alors écoutez, moi je ne vais pas engager Mediapart, moi je ne suis plus salarié de Mediapart, même si j'étais l'un des cofondateurs, je fais des chroniques comme pigiste extérieur. Maintenant, on a cédé les rênes de l'entreprise à la jeune génération. Donc ils discutent entre eux, c'est l'un des débats importants qu'ils ont en ce moment. Moi je peux vous dire ma position, sans préjuger de la leur, mais on vit quand même en très bonne intelligence. Non, peut-être une petite tendance. Moi je quitterai X Twitter, je vais vous dire, le 20 janvier. Alors je vais vous dire pourquoi je vais le quitter et pourquoi le 20 janvier. Alors 20 janvier, peut-être que côté Capitole... Je vais le quitter parce que c'est exactement l'inverse de ce à quoi la presse doit servir. C'est la presse, encore de la presse. Informée, un débat serein, éclairer les citoyens sur la marge de la cité. Là, c'est un lieu de haine, de violence, de manipulation devenu insupportable, où sont promus par les algorithmes décidés par Elon Musk tout ce qui va dans le sens de l'extrême droite, de la violence. Donc c'est devenu irrespirable. Irrespirable. On ne peut pas émettre une idée sans qu'il y ait 50 trolls activés. Bon. Alors pourquoi le 20 janvier? Ça ne vous a pas échappé que c'est la date de la prise de l'accession au pouvoir de Trump, et donc aussi d'Elon Musk. Et donc je trouve que symboliquement, dire on quitte le 20 janvier est une bonne idée. Et une bonne idée parce que c'est une idée qui circule un peu partout. Donc s'il y a un effet de masse le même jour, c'est une très bonne idée. Et le 20 janvier, ça laisse du temps de faire du tam-tam sur X Twitter. Attention, nous allons partir le 20 janvier. Faites comme nous, de sorte d'essayer de recréer une communauté d'échanges, de débats qui soit fraternel, qui peut être vif. Je veux dire, le débat républicain peut être agité, peut-être même énergique. Mais Laurent Mauduit, est-ce que vous pensez que ça va servir à quelque chose? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Si on laisse tomber les bras, ce sera pire encore. Moi, le regret que j'ai, c'est qu'on voit bien, il existe des réseaux petits. Je pense à, par exemple, Mastodon, pour ceux qui connaissent les réseaux sociaux. Mastodon, c'est un petit réseau social qui fonctionne comme X Twitter, Blue Sky, qui est décentralisé,
Et Mastodon, Mediapart décentralisé, donc Mediapart a créé son instance Mastodon, et donc il est régulé, on exclut les gens dès qu'il y a de la haine, de la violence, de l'antisémitisme, du racisme, voilà. Mais il décolle pas beaucoup. Blue Sky décolle, là, visiblement. Donc c'est vrai que moi je suis sur Blue Sky et sur... enfin, je suis partout. Et puis le 20 janvier, moi je basculerai. Bon, mais... vous savez, c'est comme le débat sur la presse. Face à ces géants, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Nous, c'est quand on a débarré Mediapart, c'est ce qu'on... On était à l'origine 4, en fait 3 ici du Monde et plus notre directrice générale. On nous a dit, mais vous êtes fous, Internet c'est gratuit, vous n'y arriverez jamais. On nous l'a dit pendant 2 ans. Et puis, nous, on a fait un pari qui était que les citoyens nous suivraient. Voilà, la bonne nouvelle de Mediapart, c'est pas une bonne nouvelle pour Mediapart, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, pour toute la presse. Pour la liberté d'opinion, la liberté d'information. Regardez, quand vous faites votre travail honnêtement, quand vous apportez des faits aux citoyens, les citoyens sont au rendez-vous. Donc ce qu'on vit, c'est pas une crise de la demande. Moi, quand j'étais au Monde, on nous a répété des années, il y a une crise de la demande. Les lecteurs ne veulent plus lire. Mais ce n'est pas vrai. Les lecteurs ne veulent pas lire. Ceux qui n'aiment pas lire, la matière qu'on leur propose ne leur convient pas parce qu'ils ont le sentiment que l'information est googlisée, aseptisée, qu'ils ont tout lu ça déjà partout ailleurs, qu'il y a une sorte d'information circulante qui est... et en plus, beaucoup de citoyens ont le sentiment que la presse est... ou que les journalistes font partie des grands de ce monde, oui, l'élite, qui vivent en connivence avec les élites. Et donc je pense qu'il y a un discrédit qui pèse sur la presse qui est souvent mérité, et que l'une des batailles de la presse, c'est de reconquérir son crédit auprès des lecteurs. Et ce n'est pas forcément rapide. Regagner la confiance des lecteurs, ça prend du temps. Et moi, je l'ai bien vu à Mediapart. Au début, le premier très grand scoop que sort Mediapart, c'est l'affaire Bettencourt. Et on nous disait à l'époque, oui d'accord, c'est bien ce que vous avez fait, mais vous êtes quand même très anti-sarkozyste. Hein, parce que sur la bande, vous vous souvenez, ce que le majordome enregistrait secrètement, il y avait Sarkozy qui venait demander de l'argent. Et on disait, non, vous verrez, s'il y a l'alternance, on fera la même chose avec la gauche. Et la gauche arrive, et on fait l'affaire Cahuzac. Et là, donc ça a pris du temps, ça a pris 5 ans. Nos lecteurs ont vu qu'il n'y avait pas de prisme partisan qui faisait qu'on était sévère avec la droite et indulgent avec eux. Et donc, du coup, on nous en veut aussi parce que... Pourtant, c'est toujours ce que l'on vous reproche. Oui, on a fait l'affaire Cahuzac, mais regardez sur les financements de la France Insoumise et de l'ami de Jean-Luc Mélenchon, on a fait la même chose. On a fait des révélations sur... la façon dont les choses s'étaient passées et qui ont conduit à l'enquête ouverte par le parquet. Voilà, donc on peut faire des bêtises, on peut faire des erreurs, mais dans ce cas-là, il faut les admettre, les reconnaître. Voilà, donc c'est pour ça que le crédit, c'est vrai que les lecteurs ont été échaudés pendant ces 20 ans ou ces 30 ans d'une presse de plus en plus aseptisée, contrôlé par des gens dont le métier n'est pas l'information, les lecteurs ont fui, c'est normal. Et donc, voilà, c'était en réponse à votre formule, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Et non, il n'est jamais trop tard. Et pour une raison, c'est que les citoyens attendent autre chose que ces news. Et donc, moi, mon optimisme, c'est que on voit bien dans mon métier, dans les jeunes journalistes, il y a une sorte de bouillonnement démocratique. Hein. Il y a plein de sites qui se créent. Alors c'est lent, c'est long. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas, mais ça va peut-être venir, le même bouillonnement dans l'édition. C'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué. En même temps, il y a quelques maisons d'édition, vous faites partie, vous citez quelques groupes aussi qui se créent. La maison d'édition dans laquelle a été publié votre essai. Oui, donc il refusait d'être distribué par Amazon. Mais c'est vrai que la normalisation... même si on vous trouve quand même sur Amazon. Hein, oui, enfin... Si. C'est plus compliqué. Je vais vous expliquer.
en fait, les moteurs d'Amazon siphonnent toutes les annonces de parution de livres. Et donc, quand j'écrivais la fin du livre, la conclusion du livre, vous ne me trouverez pas sur Amazon. J'ai vu sur Amazon la page, la couverture du livre. Bon, ils avaient siphonné. Et donc, et il y avait écrit, vous pouvez préacheter le livre. Donc, j'ai préacheté mon propre livre. Et le jour de la parution, j'ai reçu une lettre automatique de Amazon. Ah pardon, il y a rupture de stock. Quel succès! Mais depuis, donc en fait, c'était une imposture. Mais depuis, il y a des grandes plateformes qui achètent le livre et qui ensuite les revendent. Donc 6 mois après l'apparition du livre, Amazon vend des livres. Voilà. Il se faufile partout, il s'insinue partout. En tout cas, la petite maison d'édition faisait ça. Et au début, ils l'ont fait, c'était assez simple. Hein. Comme Amazon, tout est automatisé, ils ne mettaient pas de code barre. Et donc, quand il n'y a pas de code barre, hop, ça sort des chaînes Amazon. Bon, et il y a des maisons d'édition. Toute la presse a été normalisée, la presse rachetée par les milliardaires. L'édition, c'est moins vrai. Là, je fais un livre pour l'année prochaine. À la découverte. La découverte, vous savez, ce sont les anciennes éditions Maspero. Je peux vous dire sur quoi je travaille. Je travaille sur les milieux d'affaires et le patronat et l'extrême droite. La découverte, on est libre d'écrire ce qu'on veut et il n'y a pas de normalisation. Il y a des maisons d'édition totalement normalisées. Bon, alors, la découverte, c'est Editis, donc c'est pas Bolloré. Donc c'est... Laurent Maudy, je voudrais qu'on parle également de ce livre qui est sorti il y a quelques semaines. Je disais tout à l'heure en introduction que la classe politique, elle est somme toute assez muette et paralysée devant ce phénomène d'emprise sur la presse et l'édition, y compris la gauche finalement, dont vous venez et dont vous retracez l'histoire du Trotsky. C'est passionnant cet essai. Comment vous expliquez ce silence assourdissant, pour faire un joli oxymore? Silence assourdissant sur... De la gauche, face à ce phénomène que vous dénoncez dans votre essai, d'emprise sur la presse et l'édition? Écoutez, c'est triste, hein, parce que dans le cas du quinquennat de Hollande, par exemple, il aurait pu s'opposer. En fait, il a fait exactement l'inverse. Pour ceux qui ont lu le livre des 2 journalistes du Monde, Davet et L'Homme, un président ne devrait pas dire ça. Il racontait une anecdote, et en fait, comme ils avaient enregistré leurs échanges avec Hollande, c'était entre guillemets, il raconte comment Hollande est bouleversé quand il apprend que Canal a perdu les droits TV du sport, qui était le cœur de son modèle économique. La retransmission des matchs de la Ligue 1. Bon. Et donc Hollande dit quand j'ai appris ça, j'ai appelé l'émir du Qatar, qui avait gagné l'appel d'offres, et j'ai dit à l'émir du Qatar, non, prenez pas tout, faites moitié-moitié avec Canal. Donc en fait, Hollande a sauvé la peau de Bolloré à ce moment-là, et incidemment a truqué un appel d'offres. Et donc à l'époque, c'est une petite histoire, mais politiquement très symbolique, la Ligue professionnelle de football a envisagé de porter plainte pour forfaiture contre Hollande. Finalement, ils ont hésité, finalement, ils ne l'ont pas fait. Mais voilà. Et quand ensuite, il y a eu, quelques semaines après, la grève très courageuse des jeunes journalistes de 8 télé contre la nomination de ce Guillaume Zeller dont je vous parlais, plus l'affaire de l'autre, là, chroniqueur, qui est repassé en procès pour des relations... Enfin bon, il n'y a pas eu un mot de la gauche, du gouvernement. Ils n'ont rien fait pour aider les jeunes journalistes, alors que c'était assez simple. À l'époque, toutes les sociétés de journalistes disaient il faudrait doter les rédactions d'un statut juridique leur conférant des droits moraux. En clair, il faudrait que les rédactions aient le droit, est un droit d'approbation du directeur de la rédaction ou de révocation.
Et donc, moi, quand j'étais au Monde, c'était la pratique qui existait. À Mediapart, c'est la pratique qu'on a instaurée, c'est dans le règlement du journal. Et on aurait fait ça, Bolloré n'aurait pas pu nommer ce Guillaume Zeller comme directeur de la rédaction. Donc, la gauche n'a rien fait. Il y a eu une loi à l'époque en débat qui était la loi Bloch, il ne s'est rien passé. Et la même histoire s'est répétée avec le JDD et la nomination de ce journaliste d'extrême droite, Geoffroy Lejeune, issu de Valeurs Actuelles. Et donc, il y a eu... Et quand vous regardez, vous dites que cette atonie ou cette complicité générale, parce que quand il y a la grève très courageuse ensuite des journalistes du JDD, qui ne prend pas position? Qui insulte les journalistes du JDD? C'est Jean-Luc Mélenchon. Pardon, mais je le dis. Et vous dénoncez d'ailleurs dans votre livre sa haine de la presse, en particulier. Oui, alors si je peux dire juste un mot pour expliquer le cheminement de ce livre. Donc moi j'étais jeune trotskiste. Alors, pour les plus jeunes, ça paraît curieux, mais moi la fin des années 60, on est jeune, on est de gauche, on veut s'engager, aller au PS, on sort de l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est pas très tentant. Aller au PC, c'est pas génial parce que il y a eu l'écrasement de la révolution hongroise et il y a eu la normalisation de Tchécoslovaquie. Donc pour moi, à l'époque, jeune étudiant, c'est une vision d'un socialisme libéré, quoi. Hein, voilà. Puis je découvre un parti qui a une relation très distendue avec la démocratie et donc j'y passe quelques années et finalement j'en sors. Et le livre, cet autre livre que j'ai écrit donc avec un confrère, Denis Sieffer, qui est l'éditorialiste de Politis, on raconte notre jeunesse, on raconte ce qu'on a découvert, la violence des relations, les exclusions, les purges. Je raconte aussi l'affairisme de certains. Je consacre un chapitre au cheminement stupéfiant de Cambadélis. Oui. Voilà. Et puis surtout, on termine sur... donc j'ai côtoyé Mélenchon quand on avait 20 ans. Et je me dis qu'il a totalement préempté le legs politique et culturel de ce mouvement dont moi j'ai mis avec souffrance quelques années à m'extirper. C'est une relation distendue avec la démocratie. C'est le seul parti où il n'y a pas de... La direction est autoproclamée. Quand il y a des militants de valeurs pour lesquels j'ai de l'estime, comme Corbière, Clémentine Autain ou d'autres... On les expulse. Quand ils émettent un avis, dehors, sans délibération. Quelle est l'instance qui a décidé de leur exclusion? Voilà. Donc, et ce que je trouve préoccupant, c'est qu'il y a beaucoup de gens bien dans ce parti. Donc, je veux en parler avec précaution. Il y a toute une génération de cadres de ce parti qui sont élevés dans une culture antidémocratique. Et donc, moi, mon cheminement personnel m'a amené à être... un attachement viscéral à la démocratie parce qu'elle est menacée, elle est en danger. Elle est en danger, c'est le lien avec le débat d'avant, on le voit bien avec la presse, mais elle est aussi menacée pour des raisons de culture politique. C'est très intéressant parce qu'on comprend beaucoup de choses de la gauche d'aujourd'hui en lisant votre livre. C'est une somme, mais c'est une somme passionnante. Laurent Mauduit, merci beaucoup.